Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules, la prolongation. La prolongation sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez, mesdames et messieurs, dans la troisième partie de votre émission Les Grandes Gueules sur notre antenne. Je le disais tantôt, les affaires judiciaires de la Guinée et du Mali devant la Cour de justice de la CEDEAO, suspendue, vous le savez très bien, depuis le 30 septembre dernier. La décision complète, celle de la conférence des chefs d'État de l'organisation ouest-africaine. En effet, les deux pays avaient été suspendus, vous le savez, des instances de l'Union, suite aux prises du pouvoir par l'armée, survenues donc respectivement en août 2020 et en septembre 2021. La mesure survient donc dans un contexte particulier où le Mali remet sur la table du débat les modalités de la collaboration militaire avec la France. On en parle ce matin. Transition malienne et guinéenne en discussion avec Mamadou Ismaïla Konaté, ancien ministre malien de la Justice, garde des Sceaux. Il est notre invité ce matin. Nous continuons le débat, Madame Hiro, avec notre invité évidemment dans ce studio. Plutôt en bas, Madame Hiro. Oui, on parlait de, justement, on parlait de la situation sécuritaire au Mali. Vous réagissiez sur Wagner, cette option russe, et puis aussi de l'Algérie. Et vous pensiez que c'est toujours bien d'être en bonne entente avec cet État proche du Mali. Mais concrètement, moi, la question que je pose, c'est un peu plus ou moins l'équivalence des capacités de l'Algérie à assumer le rôle de la France, sinon en partie. On sait bien que c'est pas équilibré, mais est-ce que le Mali gagne vraiment en termes de réaction militaire, en termes de réaction sur la défense, en se rapprochant de l'Algérie? C'était la question. Le Mali ne s'est jamais éloigné de l'Algérie. La question, ce n'est pas tant d'aller avec l'Algérie et contre la France ou d'aller avec la France et contre l'Algérie. C'est de trouver aujourd'hui un très bon voisinage d'abord avec l'Algérie, d'une part, avec un pays avec lequel nous avons une histoire assez longue, assez commune et assez intense. N'oubliez pas quand même que le Front de Libération Nationale d'Algérie, les leaders se réfugiaient donc dans la zone de Gao qui est au nord du Mali. Et la problématique sécuritaire en Algérie résulte non seulement du territoire algérien, mais d'une partie du territoire du Mali, qui est un territoire refuge pour un certain nombre de gens qui sont malfaisants à ce niveau-là. Donc la question fondamentale aujourd'hui, c'est véritablement d'avoir une démarche optimale qui prenne en compte donc la problématique de la sécurité au plan global d'une part, et trouver les bons alliages avec les bons États. Si la France ne donne pas satisfaction, notre souveraineté nous amène aujourd'hui à recuser la France. Mais en même temps, il faut se dire que dans le cadre de la coopération, nous sommes d'égal à égal, entamons les discussions. Et la difficulté, c'est qu'un certain nombre de dirigeants politiques au Mali notamment sont retrouvés sans jamais discuter avec la France, à subir tout ce que décidait la France. Par exemple, vous parlez de G5, où il y a une présence assez forte de la France. Barkhane a toujours été des décisions qui émanent de la France. Takuba aujourd'hui est une décision qui émane uniquement de la France. Donc ce que demande le Mali aujourd'hui, c'est véritablement d'avoir un principe de souveraineté absolue qui est quand même déterminante dans le cadre de la coopération, discuter d'égal à égal et convenir ce qui a lieu depuis des années, je veux juste enchaîner, je veux terminer avec ce bout de question. Depuis des années que la France est quand même présente au Mali. Est-ce que finalement, ce ne serait pas mieux de pointer la responsabilité de l'État malien, des autorités maliennes, sur au moins le transfert de compétences, la construction d'une armée républicaine forte? Parce que c'est aujourd'hui de plus en plus pointé du doigt. Le Mali n'a pas malheureusement une armée qui puisse répondre aux exigences de son territoire. Il ne faut pas faire la question de Tamba, parce que c'était la mienne. On parle de souveraineté, qui est un mot joli sur la table, mais il est vrai que on ne peut pas discuter d'égal à égal avec la France, lorsque depuis 60 ans, les armées, notamment l'armée malienne, a été, comment dirais-je, disloquée. Il y a quelque chose qui ne colle pas avec le mot souveraineté. En matière de diplomatie, on n'a pas un autre mot que la souveraineté. C'est ça. C'est le principe absolu qui fait qu'aujourd'hui, vis-à-vis d'un État, il faut exprimer donc sa volonté, sa liberté et son droit. Donc ça s'exprime via la souveraineté. En dehors de ça, je suis tout à fait d'accord avec vous que la première responsabilité nous incombe. La première défaillance est la nôtre et il faut la dire. Parce que nous avons été incapables justement de nous éradiquer en État. Et la première caractéristique de l'État, c'est quand même une armée nationale. Absolument. Et quand on en est aujourd'hui à demander à des gens de venir à la rescousse pour prendre l'essentiel de ce qui est important pour assurer la sécurité nationale, il y a un souci. Donc cette première démarche est ultime. La deuxième démarche, c'est que les États en situation de difficulté ont le droit de tendre la main.
Hier, ce fut le cas pour d'autres, le Libéria notamment. Et aujourd'hui, c'est le cas pour le Mali. Cette démarche doit nous permettre non seulement de nous sortir de la difficulté qui est la nôtre aujourd'hui, mais de faire en sorte que l'on puisse se mettre en perspective. Ouais. Et là, le peuple malien est interpellé. Alors, l'un des chantiers de IBK, quand il est arrivé au pouvoir en 2013, c'était d'abord de gouverner véritablement le Mali, en installant, n'est-ce pas, son administration dans les régions où les djihadistes avaient poussé les administrateurs à quitter. Ce processus, il a continué, sauf à Kidal. Je veux entendre aujourd'hui de la bouche des Maliens, c'est quoi la vérité sur Kidal? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que Kidal, on a vu l'incident avec Moussa Mara, alors Premier ministre, lorsqu'il a voulu, n'est-ce pas, visiter ce domaine, les armes ont parlé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et avec la junte aujourd'hui, est-ce que la situation a changé du côté de Kidal? L'autre question que je voudrais greffer à ça, c'est le rôle du Tchad, qui était le pays africain le plus présent au Mali pour lutter contre les terroristes. Est-ce que le départ du père a pu, disons, maintenir la situation comme telle? C'est vrai, à un moment donné, on a parlé de quelques départs, mais quelle est aujourd'hui la situation du Tchad au Mali? Ils avaient entre 1500 et 2000 hommes, rien que dans la zone de Kidal, qui était la zone la plus difficile. Et c'est le Tchad qui est arrivé à assurer une certaine présence à ce niveau-là, à sécuriser cette zone-là. Et le Tchad, par rapport aux problèmes intérieurs qu'ils connaissent consécutivement au décès du président Déby, a démobilisé près de la moitié des troupes, ou est en train de démobiliser près de la moitié des troupes. Donc ce n'est pas évident. Vous demandez ce qui s'est passé à Kidal. Ce qui s'est passé à Kidal, c'est qu'on a eu une France qui est venue à notre rescousse, pour nous sauver. Mais on a eu une petite France qui est remontée à Kidal et qui a fait du nombrilisme à Kidal en protégeant des populations kidaloises contre le reste du Mali. Le MNLA aujourd'hui a bénéficié d'un soutien assez fort de la France à cette époque-là, parce qu'une certaine vision sécuritaire a pensé peut-être que ces populations étaient menacées par le Mali d'une part, et que ces populations avaient besoin de protection, parce qu'à un temps donné, ils ont été aussi des soutiens aux services français notamment. On a une petite France à ce niveau-là, mais on n'a pas eu un grand Mali non plus, parce que l'armée du Mali a été stoppée net dans sa progression vers Kidal, ce qui est à l'origine de toutes les difficultés que nous connaissons, parce que de Kidal encore, on avait de la terreur qui nous permettait de nous attaquer. Et pendant qu'on s'occupait du nord, le centre aussi s'est complètement embrasé dans des conditions telles aujourd'hui que le terrorisme est généralisé dans notre pays. La situation est très tendue aujourd'hui entre la France notamment et le Mali. Quelles pourraient être les conséquences pour le Mali de se mettre la France à dos, à supposer que les relations n'arrivent pas à se stabiliser, qu'ils n'arrivent pas à se comprendre? Est-ce qu'il faut craindre le pire, par exemple une situation telle que celle qu'on vit aujourd'hui en Afghanistan? Nous avons vu le retrait des troupes américaines, ça a conduit carrément à la prise du pouvoir par les talibans. Est-ce qu'il faut craindre une telle situation que la situation du terrorisme s'aggrave au Mali? Le risque est énorme. Et c'est pour ça que nous devons avoir des dirigeants d'abord responsables. Ensuite, des dirigeants qui, en dehors de toute idéologie, sont capables aujourd'hui d'appréhender la problématique sécuritaire du Mali et de mettre le Mali avant et avant tout. Ouais. Et c'est vrai qu'en le disant, on n'a pas fini lorsqu'on a quand même une France aussi en face qui va en guerre. Le président Macron a des prises de position, a des mots pour les exprimer qui aujourd'hui... Paraliste, on est en période d'élection. Oui, mais je veux dire, le problème intérieur français, on le comprend, mais on ne peut pas non plus penser 2 secondes qu'un interlocuteur aussi important que le chef de l'État français puisse perdre de vue qu'il y a une certaine manière de nous parler. Il a l'inconvénient de son âge. Il a sans doute l'inexpérience. Les deux combinés font qu'aujourd'hui, ce qu'il appelle franchise est carrément considéré, pardon du terme, comme une impolitesse dans notre pays à nous. Quand on a un certain âge, on ne regarde pas les gens d'en haut et d'en face pour leur parler d'une certaine manière. Je pense que tous ces 2 États aujourd'hui mettent en avant des problèmes intérieurs qui ne sont pas supportables au plan diplomatique aujourd'hui. Il faut très rapidement qu'on revienne à la case de départ, qu'on mette la balle à terre, si on peut m'exprimer, je peux m'exprimer de cette manière-là, pour prendre l'intérêt supérieur des 2 nations. Et le Mali et la France aujourd'hui, c'est quand même plusieurs milliers de Maliens qui sont présents en France. D'une part, c'est aussi plusieurs milliards d'intérêts français. Ces 2 États ont besoin d'abord de coopérer dans le cadre de la transparence. Sortir un peu de la rumeur, sortir un peu du va-t-en-guerre et surtout que le président français
prennent suffisamment conscience que le Mali n'est pas au service de la France. En parlant justement de rumeurs, de rumeurs, de richesses, d'aucuns disent que la France exploiterait, ça, je mets au conditionnel, vous avez certainement entendu parler de cette situation, des richesses notamment dans le nord. Qu'est-ce qu'il en est réellement? L'or, le pétrole, qu'est-ce qu'il en est? Franchement, je veux dire, aussi bien malien que je suis, je ne peux pas affirmer les choses. Mais dans tous les cas, ce qui est mauvais dans le cadre de la relation d'État à État, c'est de laisser perdurer la rumeur. Et la rumeur peut tuer. Ouais. Donc aujourd'hui, on a besoin de reprendre les choses en main. Je pense que le chef du gouvernement malien et le chef du gouvernement français doivent se parler très très vite, au moins au téléphone d'une part, et deuxièmement, envisager très vite de se voir pour mettre les choses à plat. D'accord. Alors, moi, je veux faire réagir sur deux autres aspects. Est-ce que envisager la solution au problème malien en s'enfermant dans le contexte malien n'est pas une erreur aujourd'hui? Est-ce que les dirigeants maliens ont conscience de cet environnement régional? La Libye qui tombe, des armes qui sont en circulation. Au-delà de ça, Idriss Déby Itno qui s'en va, ça n'arrange pas la situation. Les grandes gueules. La situation des violences qui existent dans la région du lac Tchad. Le Niger n'est pas non plus un bon allié du point de vue de la sécurité. Le cas au sud de l'Algérie, c'est aussi un autre problème. Est-ce que concrètement, les dirigeants maliens ont conscience de cette réalité régionale et de ses implications sur la situation sécuritaire au Mali? La deuxième question sur laquelle je veux vous faire réagir, est-ce que envisager la solution aux problèmes sécuritaires en agissant directement sur les questions de défense et de sécurité, préservation, et donc armement et tout au niveau du Mali, n'est pas non plus une autre erreur? Parce que au fond, ce sont des frustrations nées de communautés qui ne se sont pas senties vraiment incluses dans le processus démocratique. Donc, tous ces facteurs-là qui ont finalement servi de germe à l'émergence de groupements de violence, donc qui se disent qu'il faut se défendre nous-mêmes, notamment dans le nord du Mali, Kidal qui a longtemps été présenté comme un territoire abandonné. Est-ce qu'il ne faudrait pas, sur cette autre question, une solution plutôt systémique, plutôt holistique du problème malien? Je suis tout à fait d'accord. Et vous avez cité tous ces pays aujourd'hui qui se sont embrasés et qui sont des exemples patents de ce que nous risquons aujourd'hui. Je peux rajouter simplement la situation du Soudan qui est en train d'exploser avec une transition difficile aujourd'hui. Donc la problématique au Mali, elle est d'abord communautaire. C'est-à-dire comment faire en sorte que nous puissions avoir des rapports humains, même si à la base on peut se détester. D'abord entre noirs et blancs, entre gens du sud, gens du nord, gens de l'est, gens du sud, et gens du centre, et entre gens qui sont allés à l'école, qui ne sont pas allés à l'école, entre des islamistes et tout ce qu'il y a. Donc la problématique essentielle, c'est d'abord comment faire en sorte que nous puissions aller vers des convergences communautaires. Parce que l'idée de nation aujourd'hui, c'est totalement disloqué. Et deuxièmement, nous avons un souci fondamental. Oui, bien sûr. Ouais. Même dans ton pays, là. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Et vous savez, on est venu des États-nations en difficile construction, donc c'est pas très évident. Et la deuxième problématique, c'est la terre sur laquelle on est installé. Ouais. Parce que les questions de délimitation posent des questions essentielles. Je vous entendais sur des problèmes domaniaux en Guinée. Au-delà des problèmes domaniaux, c'est des problèmes frontaliers entre les villages, entre les communautés, qui posent des problèmes énormes. Et lorsque vous avez deux communautés antagoniques qui sont voisines les unes des autres, dès lors que les hommes ne s'entendent pas, l'incidence est sur la terre. Et du coup, on chasse les gens de la terre. Ça veut dire qu'on ne peut plus cultiver. Ça veut dire qu'on ne peut plus absolument rien faire à ce niveau-là. Et la troisième, c'est qu'aujourd'hui, l'ennemi est commun. L'ennemi est connu. Et nous, au lieu de tirer sur l'ennemi, on se tire sur nous-mêmes. Donc aujourd'hui, on n'a pas conscience. Donc aujourd'hui, l'ennemi commun, c'est celui qui nous explose tous les jours. Mais bien sûr, le terrorisme. Voilà. C'est très intéressant. Enfin, partons un peu sur la géopolitique. On est dans une politique aujourd'hui à travers le monde où la France a déstabilisé d'abord la Libye et puis s'en est pris à la Centrafrique, etc. Et donc il y a un débat qui prévaut en France mais qui arrive en Afrique et notamment chez vous et chez nous, c'est le débat identitaire. Vous venez d'y faire allusion. J'ai l'impression que l'on rentre dans une espèce de croisade, soit anti-musulmane, soit anti-chrétienne, qu'il y a un affrontement qui se prépare, civilisationnel. Les grandes gueules. Dans tout ce micmac et ces désinformations qu'on entend, est-ce que d'abord, vous vous sentez au centre du problème en tant qu'État géostratégiquement important pour le reste du monde, premièrement, et deuxièmement, que pensez-vous de cette rhétorique, justement, identitaire qui est propre à la France, aux États-Unis avec les faucons, les grandes gueules.
C'est un défi. Le défi des langues, le défi des civilisations, le défi des régimes politiques, parce que pendant très longtemps, l'Occident a pensé que la démocratie est la seule option de gouvernement. Le drame de l'Occident, c'est en définitive de se prendre, excusez-moi du terme, je ne sais pas si je dois le dire ici. Allez-y, pour le nombril du monde. Pour le... Non, le cul de la lune. Mais je peux pas... C'est une grande gueule. Je peux pas trop le regretter. C'est ça la Les grandes gueules. La France ne sait pas que le monde a changé. Oh, Dieu. Quand vous avez vu les jeunes gens, notamment ce percutant guinéen qui est venu en face du chef de l'État français, je veux dire, il y a 30 ans, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est vrai. Ali Ouba. Ça se passait d'un point de vue idéologique. Ouais. Or, d'une démarche de calme d'esprit, de sérénité, il est arrivé à exprimer et à dire des choses très très fortes. On va de plus en plus à l'école et on connaît mieux l'Occident qu'ils ne nous connaissent. On parle mieux leur langue qu'ils ne parlent nos langues. Ils ne savent pas que sur leur terrain propre, ils sont dépassés. La Les civilisation grandes française, gueules. je la connais. Je vis à Paris. Mais en dehors de ça, quand je viens en Guinée, je ne suis pas perdu. Je sais parler au moins une langue qui a une concordance ici, c'est le Bambara là-bas et c'est le Maninké ici. Donc le défi est énorme. Sachons exactement ce que nous sommes aujourd'hui. L'exercice de la religion musulmane, c'est un droit fondamental. Il est dit dans toutes les constitutions, dans les déclarations universelles des droits de l'homme, mais à Paris, on a du mal à l'accepter. Vous avez... Vous êtes laïque. Pour le laïque que vous êtes, est-ce que vous ne trouvez pas quand même un peu fort de café que l'islam s'installe au creux, au sein de la République, qu'elle soit d'ailleurs chez vous ou en France? Alors, vous êtes en train de parler... Il y a un islam politique aussi qui est dangereux. Il n'y a pas d'islam politique. D'accord. Il y a l'islam tout court. Non, parce qu'on t'a inculqué ça, en fait. Non, je pose une question. Non. Il raisonne. C'est un raisonnement. Il raisonne à la française. Non, attendez. Excusez-moi, monsieur le ministre. C'est un raisonnement intellectuel. On a compris, mais j'aurais pu faire le même raisonnement. Sauf que parce que vous l'avez fait en premier, D'accord, faites-le dans le sens inverse. Et je répondrai à mes petits camarades. Et je paraîtrai moins Frenchy. Les grandes gueules. Thank you. La question fondamentale, c'est que quand on a déclaré la liberté du culte, on a du mal à faire obstacle à l'islam, même si c'est une religion qui est habillée autrement. L'autre question, c'est la problématique de la religion dans l'espace public que nous, en Afrique, on n'est pas arrivé à. C'est clair. Aujourd'hui, entre prier dans la rue, d'une part, brancher le micro du muezzin direct sur le voisin qui n'est pas forcément musulman, mais qui est chrétien, il souffre. Notre rapport, notre rapport. Le micro de la mosquée de mon quartier, on dirait que c'est dans ma fenêtre, quoi. Et en plus, on a un problème de conscience, parce que quand ça commence à hurler le matin, et que vous êtes encore dans votre lit, que vous n'êtes pas levé pour prier, vous avez un souci de conscience à ce niveau-là. Donc ça, c'est l'islam. L'islam est un peu extrême, pas au sens négatif du terme. C'est-à-dire que l'islam se propage. L'islam n'a pas de limite. Et c'est pour ça d'ailleurs que... Non, mais elle est même globale, parce qu'elle régit en même temps le temporel, le spirituel. Et c'est ça la difficulté. Donc aujourd'hui, notre rapport avec l'islam, c'est le rapport avec l'espace public. On n'est pas toujours laïque. Bien. Voilà, Mamadou Ismaïla Konaté, ancien ministre malien de la Justice, garde des Sceaux, est notre invité ce matin. Allez-y, Jacques Levalino. Je voudrais qu'on parle un peu de la transition qui est en marche. La présidentielle était prévue pour février, mais tout porte à croire désormais avec les déclarations du Premier ministre qu'on n'y sera pas au rendez-vous. Comment les choses se préparent de ce côté et quelle confiance vous portez aujourd'hui à ce gouvernement de la transition, mais également à la junte? L'autre chose, c'est par rapport au dialogue qu'avait entamé IBK avec les rebelles. Il était déjà favorable à ce que la rébellion s'approche un peu du Mali, donc de Bamako, pour que l'intégration tant souhaitée puisse démarrer. Est-ce qu'avec la junte, ce dialogue se poursuit? Et est-ce que ça peut se poursuivre, selon vous, personnellement, avec les djihadistes? Parce qu'il y a la différence. Non, c'est un leurre, c'est l'arlésienne. En fait, on parle toujours de l'idée de dialoguer, non pas avec la rébellion, mais avec Iyad Agali et Amadou Koufa, qui sont les deux extrémistes. Le président IBK l'avait réclamé, ça a été un point d'obstacle avec la France. Les autres qui sont venus à la suite l'ont réclamé, mais depuis le temps qu'on le réclame, personne n'est allé chercher où se trouve Iyad Agali, d'une part, et personne n'est allé chercher où se trouve Amadou Koufa. La question n'est pas tant de discuter ou de ne pas discuter. La question de savoir, en discutant, on discute avec qui, on discute de quoi et on discute pourquoi. Donc l'interlocuteur.
l'interlocuteur. Donc, on ne le connaît pas pour l'instant et les demandes des interlocuteurs sont tellement extrêmes aujourd'hui que si aujourd'hui vous voulez discuter avec quelqu'un qui ne se veut pas laïque, mais qui se veut islamiste jusqu'au bout, et cette fois-ci à l'extrême en disant moi c'est la charia ou rien, c'est sûr qu'en réplique vous n'avancerez pas. Le deuxième élément sur la transition et sur la limite de la transition, j'ai été l'une des premières personnes à alerter en disant au chef du gouvernement ne vous voilez pas la face. Vous savez pertinemment que les 8 mois qui vous restent sont impossibles pour régler les problèmes que vous devez régler pour arriver donc dans un processus de transition démocratique, parce qu'on oublie de le dire. La transition initialement est politique, mais elle va vers la démocratie, c'est pour remettre l'État dans les rails. Donc il faut réformer l'État, il faut remettre en place tout ce qui est texte constitutionnel, institutionnel et politique, pour que l'État puisse partir. Vous allez connaître les mêmes difficultés ici. Donc le délai aujourd'hui n'est pas tenable, mais il n'est non seulement pas tenable, mais en même temps, le chef du gouvernement a voulu jouer. Donc aujourd'hui, il est en face de gens qui sont des véritables extrémistes à ce niveau-là, les délais ou rien. Et il a le drame également d'avoir mis une partie de la communauté internationale sur son dos, notamment la France sur ce sujet-là, en indiquant que l'élection n'est pas sa priorité, ce qui n'est pas tenable dans le cadre d'une transition. La seule vocation de la transition, c'est de remettre les choses à l'endroit, de manière à ce qu'à terme, on puisse avoir une élection digne de ce nom. Je m'inquiète un tout petit peu d'ailleurs ici, parce qu'il n'y a pas de limite dans le temps. Justement. Ça vous inquiète un petit peu? C'est une belle transition. Parlant justement de la Guinée, vous questions. arrivez à... Non, pas moi d'abord. Oui, vas-y, non, finis. Vous arrivez en Guinée avec une transition qui commence chez nous. Mamadi Doumbouya qui prend le pouvoir. Alpha Condé que vous avez défendu a été finalement déposé. Dites-nous d'abord votre appréciation de la transition qui commence en Guinée, la charte qui a été publiée récemment. Est-ce que vous y croyez? Alors, par nature, je ne crois en rien qui soit militaire. Je ne crois en rien qui soit habillé. J'attends juste de voir faire et de regarder ce qui se fait. Pour l'instant, ils font du sans faute. Je ne sais pas jusqu'où ils vont aller dans le sans faute, mais ils font du sans faute parce qu'ils sont d'abord dans le protocolaire. Ils ne sont pas dans l'action gouvernementale. Et l'action gouvernementale, demain, infailliblement, va opposer d'abord les militaires qui sont à l'origine du renversement du président Alpha Condé, d'une part, et d'autre part, ils vont être également en chambardement avec le gouvernement. J'ai vu le chef du gouvernement qui a été mis en place. Il suffit juste que les ministres soient en place, il suffit juste que le gouvernement se déroule pour que l'on rentre dans la coexistence qui est source de conflit. La confrontation, elle est politique et peut aller au-delà des politiques. C'est aussi une confrontation d'intérêts. Toutes ces personnes demain vont avoir le souci de dire oui, mais qui va venir à notre suite? Qui il faut faire ministre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Donc forcément, on va vers des conflits. Ça ne va pas être aussi calme que ça l'est. Mais la Guinée doit être capable aujourd'hui de tirer des leçons absolues de ce qui a raté. Parlant de leçons, vous parliez d'Alpha Condé tout à l'heure, que vous connaissiez avant. Vous dites avoir donné des conseils à Alpha Condé. Parlez-nous en plus. Qu'est-ce que vous avez eu à dire à Alpha Condé qu'il n'a pas écouté? Vous pensez quoi de ce coup d'État? Est-ce que pour vous c'est justifié? Est-ce qu'Alpha Condé méritait de tomber comme ça l'a été? Parlez-nous un peu de vos relations personnelles. Vous me faites répéter ce que je répète en disant que je ne suis pas pour le coup d'État. Vous avez dit, oui, sur la même question, Antoine, t'inquiète pas. Vous avez dit à un moment, vous aviez adressé une lettre ouverte au professeur Alpha Condé. Et il y a un petit bout, vous parliez justement de cette volonté de maintien au pouvoir. Vous écriviez, face à un tel scénario, bien entendu, vous décriviez tous les risques qu'il y avait. Vous dites, j'ai été incapable de rester silencieux et de ne pas réagir vis-à-vis de vous. Il fallait que je vous parle, de vous à moi, n'y allez pas, c'est dangereux. Vous avez écrit ces mots. Est-ce que vous aviez espoir sincèrement qu'il vous écoute à ce moment-là? Non, connaissant le personnage, je savais qu'il n'allait pas m'écouter. Et même en face, il n'allait pas m'écouter. Ça, c'est le personnage. Il est déterminé quand il croit. Je ne dirais pas ça. Mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un sur cette planète Terre qui est capable de l'arrêter. Peut-être les militaires qui sont arrivés à l'arrêter. Mais la question, c'est que j'ai dû mettre un bout en disant n'y allez pas, c'est dangereux. J'avais mis n'y allez pas, c'est fatal. J'aurais dû maintenir ce mot-là au regard de ce qui s'est passé. Mais bon, je suis anti-coup d'État militaire. Je ne me réjouis pas de ce qui s'est passé et je suis triste pour Alpha Condé. Je suis triste pour la Guinée. Pour autant, la Guinée ne s'arrêtera pas. Elle continue et elle se poursuit. Et je souhaite que cette Guinée se reprenne et de plus belle. Monsieur le ministre, attends, Antoine. Oui, Alpha Condé, oui, il faut que j'en dise deux mots. Je l'ai connu il y a plus de 25 ans. J'ai mangé chez lui. C'est un très bon cuisinier, il fait très très bien la cuisine. Et je l'ai défendu. Je suis arrivé à Conakry,
Je suis resté là pendant 2 mois et demi, à une époque très difficile du président Lansana Conté, qui avait donc appréhendé dans des conditions inacceptables le président Alpha Condé. Et on l'a sorti d'une prison au centre de Conakry, ici, de terre. Et le président Alpha Condé ne m'en voudra pas. Lorsqu'on l'a sorti de terre, on était 22 avocats africains venus le défendre. Sur les 22, Alpha n'en avait pas reconnu un seul. Il n'a pas reconnu un seul. Ouais. Parce qu'il avait passé du temps sous terre et dans des conditions inacceptables. Ouais. Et on a dû se battre justement pour le sortir de là, pour qu'il ne sorte pas de là pour aller à l'audience. Et on a exigé qu'il sorte de là, qu'il soit mis en prison et qu'il vienne quasi normalement à l'audience. C'est comme ça que ça s'est passé. Et pendant 2 mois et demi, j'ai plaidé devant le président Sima, qui est le président de la Cour suprême actuelle aujourd'hui, dans des conditions tout aussi difficiles où Alpha, au bout du compte, a été condamné. Et quand Alpha a été libéré, avec beaucoup de bonheur, je l'ai reçu à Bamako et il est allé à Dakar, il a fait sa tournée un peu. Et véritablement, à cette époque-là, on avait des relations tout autres. C'est pour ça que je me suis permis, lorsque j'ai vu qu'il a braillé sur le 3e mandat, qui pour moi est inacceptable dans tous les cas de figure, je me suis autorisé à lui envoyer une lettre ouverte. Est-ce qu'il vous a décrit ces moments-là, ces conditions de détention? Est-ce que vous souhaitez les partager avec nous, un président qui... On voit bien que... Pour une question de dignité, je souhaite ne pas en parler, mais ces conditions étaient atroces, exécrables. J'ai vu le président Alpha dans un état totalement méconnaissable, pour qu'il ne puisse pas reconnaître les 22 avocats qui étaient là. Robert Lossou était là, Ousmane Gom, qui est ministre de l'Intérieur, était là, l'ancien bâtonnier de Paris, Pierre-Olivier Sûr, était là, et bien d'autres avocats. J'étais plus jeune d'ailleurs. Est-ce que par la suite, vous avez compris, en tant que vous avez été ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, vous savez ce que c'est que la dignité humaine, le traitement par rapport à un prisonnier? Alpha Condé qui a vécu cette situation, est-ce que vous avez compris que par la suite, il puisse arrêter, quelquefois de façon arbitraire, des citoyens et les conduire en prison sans jugement jusqu'à ce que certains perdent la vie, en prison, en détention? J'en ai été meurtri, totalement meurtri. Et Alpha Condé ou un autre, c'est un état d'indignité que je ne souhaite à personne. Et vous savez, le pire, c'est que ceux qui tombent dans le trou, que vous aidez à sortir, sont les pires qui quand ils vous tombent dans le trou, vous écrasent. Bien. Allez-y. La victime est devenue bourreau. Comment on pourrait aller jusque-là? La question n'est pas comprise. Si, là, il a très bien compris la question. Les auditeurs n'ont pas entendu. Je dis, est-ce que vous pensez que la victime est devenue bourreau? Presque. 2 questions rapidement. Je vais vous taquiner un peu. Je reviens à l'avocat. Vous connaissez cette célèbre citation qui dit qu'il y a 2 sortes de justice. Les avocats qui connaissent bien la loi et les avocats qui connaissent bien le juge. Dans quelle catégorie d'avocats vous situez-vous? Alors, je vais vous compléter. En fait, ce n'est pas 2 catégories d'avocats qui connaissent la justice. Il y a 2 types d'avocats, et vous savez que la formule vient de qui? Je ne sais plus. François Mitterrand. Et qui avait donc 2 avocats, copains, Robert Badinter, tout à fait. Donc abolir la peine de mort, et puis l'autre qui était ministre des Affaires étrangères, de Vieux-Jeancourt. Qui a écrit le voilà, qui a été président de la Cour constitutionnelle. Tout à fait. Donc je me suis retrouvé moi dans une voiture avec Robert Badinter à Bamako, qui était venu à l'occasion donc d'une conférence sur la peine de mort. Et tout seul dans la voiture, je lui ai dit, mais il paraît que Mitterrand disait qu'il avait 2 types d'avocats. Il a dit oui, et qu'il y a donc les avocats qui connaissent bien le juge et l'autre qui connaît bien la loi. Je lui ai posé la même question, dans quelle catégorie vous vous situez? Il me dit, moi je sais que je connais bien la loi, je me contente uniquement de la loi. J'essaye moi aussi d'être le plus près de la loi, même si de temps en temps je suis avec des clients, qui violent la loi. Voilà. Allez, 1 minute, Madame Hiro. Monsieur le ministre, comment comprendre que nous vivions, surtout dans la sous-région, que nous soyons toujours, que nous fassions une sorte de retour à la case départ, du coup d'État, des présidents qui suscitent de l'espoir au départ, qui déçoivent et qui sont renversés. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut pour que cela change dans nos différents pays? Alors, vous voyez, en termes d'exemple, président Abdoulaye Wade, impossible de penser 2 secondes qu'il peut faire autant de marche arrière. Le président Alassane Dramane Ouattara, qui était une icône, qui aujourd'hui est dans un contexte de 3e mandat, aussi insupportable qu'en Guinée, et le président Alpha Condé lui-même. La question fondamentale, c'est qu'on rase toujours nos têtes sans nous. Le peuple est en recul. Et le drame, c'est que le contrôle citoyen, qui est indispensable à tout processus démocratique, s'exerce sans nous. Nous sommes ceux qui dénonçons toujours ce qui se passe. Mais n'oubliez pas que parmi nous, ce sont aussi d'autres qui accompagnent ce qui se passe. Quand vous voyez les milliers de mains qui ont applaudi le 3e mandat ici,
et ces mecs qui ont tenté d'applaudir également le coup d'État militaire qui a suivi, il y a un souci majeur. Donc la question, c'est redevenons des vrais citoyens, débarrassons-nous de tout ce qui peut être tentation. Tentation de la communauté, tentation de l'argent et tentation de la religion. Les trois choses font qu'on est complètement aveuglé et notre rapport avec la politique est plutôt subjectif alors qu'il doit être objectif. Bien. Alors, on a suivi ce qui s'est passé au Mali. Lorsque IBK a été déposé, on a vu la CEDEAO, balai de la CEDEAO, donc des chefs d'État qui ont dit tout de suite libérez IBK, permettez qu'il termine son mandat, réinstallez-le. On n'a pas eu la même énergie lorsque M. Alpha Condé a été déposé. Premièrement, est-ce que vous comprenez cela? Deuxième question, la Guinée est suspendue, on en a parlé dès le départ, suspendue des instances de la CEDEAO. Même les affaires judiciaires portées devant la Cour la Cour de justice de la CEDEAO sont également suspendues du fait de cette prise de pouvoir. Comment y réagissez-vous? Et puis la toute dernière question, c'est celle sur les délais de la transition. Si vous deviez vous permettre de dire quelque chose sur les délais, un délai raisonnable dans le contexte guinéen, ce serait de combien de mois, ce serait de combien d'années si c'est le cas? Et qu'est-ce que la Guinée peut apprendre de la transition malienne et inversement? Alors, peu importe le temps qui fixe, la Guinée souverainement doit fixer le terme de sa transition, mais il faut qu'il y ait un terme. Parce que tous les Guinéens sont mortels, et parce qu'ils sont mortels, il faut une limite dans le temps. Ouais. Le pouvoir de celui qui est en place aujourd'hui n'est pas indéfini. Il faut avoir une limite dans le temps, et lui-même a intérêt à ce qu'une limite soit fixée très vite. Il a renvoyé aux forces vives, il faut que ces forces vives se réveillent très vite pour fixer une limite dans le temps. Le deuxième élément par rapport aux transitions, il faut éviter les loupés. J'ai lu tout à l'heure la charte sur la transition, elle me paraît relativement correcte, même s'il y a des choses qui peuvent être reprochables à ce niveau. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une véritable séparation des pouvoirs. On a l'inconvénient que le premier organe de la transition aujourd'hui n'est pas le chef de l'État de la transition, mais plutôt le comité national de redressement. Il y a une difficulté, c'est que les militaires ne sont pas toujours les mieux outillés ni les mieux indiqués pour prendre la tête de l'État. Quand vous prenez aujourd'hui l'ensemble de nos engagements internationaux, les militaires sont toujours sous subordination. Dans des situations exceptionnelles, parce que l'armée est l'arlésienne, c'est toujours l'arbitre aujourd'hui, si on doit se contenter des militaires, il faut s'en contenter dans des conditions telles où la limite dans le temps est fixée, où ce que doit faire le militaire pendant ce temps-là est aussi énorme. Ouais. Allez, les militaires, des questions. Alors, Ouais. juste, Encore des questions. alors, je termine juste sur ce point-là. Vous savez, quand vous allez en pays Bamanan, les Bamanans sont très très expressifs de ces trucs-là. Ils vous disent par exemple, quand vous rentrez dans un village Bamanan, il y a deux chefs. Il y a le chef du village, qui est à l'entrée du village. Il y a le chef du boli. Le boli, ce sont les gris, qui est à la sortie du village. Et ces deux chefs-là ne sont jamais confondus entre les mains d'une personne. Le militaire est déjà porteur d'une arme, d'une part. Si en plus vous le dotez d'autorité, il exerce deux fois le même pouvoir et vous êtes sans parade à ce niveau. Quand il vous dit stop, même à tort, que vous ne stoppez pas, il utilise l'arme. Or, l'arme, il doit l'utiliser simplement à la demande d'un chef civil, un chef civil légal. Vous me disiez qu'est-ce qu'il faut éventuellement faire dans le cadre de la transition par rapport au Mali. Il ne faut pas toujours répéter parce que chaque peuple a sa spécificité. Chaque corps militaire dans un pays a sa spécificité. Il faut faire en sorte aujourd'hui que la légalité prône rien d'autre que la légalité. Quand vous suspendez la Constitution, vous prenez tous les risques du monde en allant en dehors de la Constitution avec des textes exceptionnels. Et les textes exceptionnels sont toujours des situations où l'appréciation incombe à un individu. C'est hier, par exemple, des militaires qui ont fait une descente dans cette radio pour aller je ne sais quoi, parce que simplement, ils n'ont pas de limite dans les pouvoirs, ils se croient tout permis au nom de l'intérêt général qu'ils expriment à un moment donné. Donc sur cette question-là, il faut être très très prudent et le peuple de Guinée doit ouvrir les yeux pour savoir que par 3 fois, il s'est fait avoir. Par 3 fois, il s'est fait avoir dans des conditions telles que ce n'est pas supportable aujourd'hui. Donc le sursaut national du peuple, non pas pour être vraiment là pour exprimer une ethnie, une communauté, une religion, mais exprimer la Guinée. Parce que ce pays est beau. Voilà, je dois laisser l'antenne malheureusement, mon cher ami. Voilà. Alpha, la réaction molle, plutôt molle, relativement molle de ses pairs. Et puis la Guinée, les instances juridictionnelles de la CEDEAO. Oui, c'est une révolte. Moi-même, je me suis exprimé hier et j'ai lancé un tweet là-dessus pour dire que le président de la Cour de justice de la CEDEAO est en train de faire une confusion terrible. On dit que le Mali et la Guinée sont suspendus des activités de la CEDEAO. Rendre la justice n'est pas une activité.
Et d'ailleurs, dans nos pays respectifs, c'est parce qu'encore on est dans une situation exceptionnelle que ceux qui sont au pouvoir peuvent nous brimer, qu'on a besoin de prendre le chemin de la justice. Si on nous barre le chemin de la justice, ça ne va pas. Mais je crois qu'ils sont en train de régler la question parce qu'il y a une croisade terrible justement contre cette décision-là. Et enfin, pourquoi on n'est pas demandé à Alpha de reprendre la suite pour exercer 4 ans de mandat? Je pense que c'est parce qu'on a trouvé que 4 ans de mandat, ça devait peut-être trop pour lui. Il a peut-être besoin de repos. Oui, pour lui, je pense. Ouais. Il a peut-être besoin de repos à son âge. Il a besoin de retraite. Et il a besoin peut-être d'écrire ses mémoires. Il faut lui donner l'occasion d'écrire ses mémoires. Bien. Merci beaucoup en tout cas d'être passé ce matin dans notre émission Les Grandes Gueules. Merci beaucoup en tout cas, M. Konaté, d'être passé chez nous ce matin, chez les GG. Merci beaucoup. Vous avez été merveilleux, je suis ravi, c'est vraiment une émission radio que j'adore et s'il faut revenir, je reviendrai, j'adore ce pays-là. Plaisir partagé évidemment. Merci à vous tous, merci à Jacques Léwalino, à Tambaja, Karim Ilimono, à Mohamed Diaby à la réalisation ici à la radio, à toute l'équipe à la régie, à Alassane Diallo, Kabine Condé, toute l'équipe à vous. Dans un instant sur Espace TV, si vous regardez cette émission la nuit, c'est Aïssa Toussane que vous allez retrouver pour le journal et à midi sur Radio Espace, les infos avec la rédaction politique. Prenez soin de vous, à demain, au revoir.